Je me disais, si je reste avec un cabinet toute seule dans mon coin, en fait, je ne vais pas changer les choses. Alors, c'est peut-être assez ambitieux, peut-être un peu prétentieux, mais si on veut vraiment apporter de la transparence, de l'honnêteté scientifique, une transparence et une communication claire sur les prix, les résultats, il faut qu'on soit finalement proche des gens, puis qu'on soit un peu partout. Donc, très vite, moi, j'ai eu envie quand même d'être un acteur assez important du domaine. Et comment ça se passe, ce côté concurrentiel ? Est-ce qu'on est plutôt potes, plutôt amis ? Est-ce que non, c'est un peu compétitif ? Oui, c'est un univers très concurrentiel. Auparavant, l'écosystème était principalement dominé par ce qu'on appelle les single doctor office, c'est-à-dire un dermatologue, un ophtalmologue, un gynéco, un médecin généraliste ou un chirurgien plasticien qui fait de temps en temps de la médecine esthétique. Ça reste encore la majorité, mais c'est en train de perdre beaucoup de terrain parce que c'est un marché qu'on dit en consolidation, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir des plus grands acteurs qui ont des méthodes beaucoup plus standardisées et puis une vraie spécialisation dans le domaine. Moi, j'adore bâtir des choses et me lancer dans des nouveaux projets. Donc, avec une PME, je suis vraiment servie, quoi. Parce qu'en plus, avec la liberté que j'ai, c'est vrai que j'adore, quoi. Donc, il y a tout ça, il y a tout le soin aux patients, il y a toutes des nouvelles technologies. En plus, on est dans une spécialité qui évolue tellement vite. C'est un business intéressant du point de vue économique. Il y a de l'argent qui est injecté, ce qui est, on peut trouver bien ou pas bien d'un point de vue moral, mais enfin, il se trouve que c'est la réalité. Donc, la technologie, elle suit derrière, elle évolue très vite grâce à ça aussi. Et donc, à la fin, on se retrouve avec une spécialité passionnante. Bienvenue sur Romande Insight, le podcast qui vous invite à découvrir les parcours de celles et ceux qui osent et qui inspirent en Suisse romande. On parle de business, de cheminement professionnel et d'équilibre de vie avec des personnalités qui façonnent notre région. Nous, c'est l'équipe de QualInsight, un institut d'études de marché basé à Lausanne. On vous propose un moment dynamique, sincère et toujours proche des réalités du terrain. Alors, installez-vous confortablement et bienvenue dans Romande Insight. Bonjour Patricia, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous recevoir dans le podcast. On va parler aujourd'hui de médecine esthétique. Vous avez pas mal d'expérience justement dans ce domaine-là. Et je me réjouis d'aborder avec vous aussi les résultats du sondage, puisqu'on a fait un sondage auprès de la Suisse romande pour comprendre aussi quel était le profil des personnes qui ont déjà essayé, ou qui font, pourquoi, c'est quoi leur motivation, c'est quoi les freins aussi, des gens qui ne le pratiquent pas. Mais surtout, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est votre profil et votre expérience entrepreneuriale. Alors Patricia, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, je vous demanderai de vous présenter en quelques mots. Alors bonjour Esther, merci déjà pour l'invitation à ce podcast. Ça me fait très plaisir de passer ce moment avec vous. Moi je m'appelle Patricia Delarive, je suis née dans le canton de Vaud, à Montreux. Et puis j'ai grandi dans la région, j'ai choisi de faire des études de médecine, de me spécialiser en dermatologie. J'ai travaillé en milieu académique longtemps comme chef de clinique. Et puis ensuite j'ai ouvert mon cabinet en l'an 2000. Et j'ai travaillé quelque temps en dermatologie médicale pure. Et puis je me suis petit à petit intéressée à parties plus techniques ou plus manuelles, on va dire, de ma spécialité, en particulier la chirurgie dermatologique, mais aussi ensuite assez rapidement en fait tout ce qui était traitement de médecine esthétique injectable, utilisation des technologies laser. Et donc j'ai ouvert en association avec un collègue chirurgien plasticien, le docteur Derder, il y a maintenant 18 ans, le premier site qu'on a appelé Clinique Matignon, et puis qui s'est spécialisé dans la médecine esthétique non invasive. Ça fait maintenant 18 ans que je gère ce groupe. J'ai continué à traiter des patients moi-même jusqu'à il y a 5 ans en arrière. Et puis maintenant, le groupe est devenu grand. On a beaucoup de sites en Suisse. On en a 22 en tout dans toute la Suisse. Et donc, aujourd'hui, je ne m'occupe plus que de manager mes équipes, les médecins qui travaillent avec nous et puis de gérer l'ensemble de la société. C'était une vision assez pionnière et précurseur parce que j'ai l'impression que ça fait que 5 ans, quelque chose comme ça, qu'on entend parler, en tout cas ça s'est démocratisé, cette médecine esthétique. Qu'est-ce qui a fait que vous avez vu cette opportunité-là et décidé de vous lancer sur ce créneau il y a 18 ans en arrière ? Qu'est-ce qui a été la vision et le déclencheur, le déclic à ce moment-là ? Je crois, pour moi, en fait, j'ai toujours cru que j'étais une intellectuelle et j'ai voulu faire une spécialité qui est quand même qui est davantage intellectuelle comme la dermatologie. Mais en vérité, je crois que moi, ce que j'aime, c'est travailler avec mes mains. Et donc, très vite, je me suis orientée, comme je l'ai dit, sur vraiment tout ce qui était travail manuel, donc toute l'oncologie cutanée, mais aussi, du coup, cette spécialité naissante de la médecine esthétique qui est presque une forme d'artisanat parce qu'on travaille vraiment à la fois sur la beauté et la technique manuelle. Et
Et donc, moi, j'ai adoré ça, en fait. Vraiment, ça, j'ai découvert tout un pan où j'imaginais pas avoir autant de plaisir. L'impact aussi qu'on a sur la vie des gens en termes de confiance en soi, ça m'a aussi surpris et beaucoup plu. Et donc, je me suis lancée dans les années 2003-2004. Et puis, petit à petit, j'ai eu envie d'amener, au fond, davantage de rigueur à mon échelle, hein, dans ce monde qui, à la base, il y a 20 ans, était quand même, on va dire, très peu standardisé, où l'approche n'était pas du tout une approche evidence-based medicine comme j'avais l'habitude de l'avoir pour les autres domaines de la dermatologie ou de la médecine. Et donc, très vite, je me suis dit, mais moi, j'ai envie de faire de la médecine esthétique, mais j'ai envie de la faire de manière super rigoureuse, de la même manière que je fais de la dermato. Et donc, voilà, c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de voler de mes propres ailes, parce que je ne voulais pas être dépendante d'une plateforme qui appartiendrait à quelqu'un d'autre. Je voulais choisir mes technologies selon mes critères de rigueur scientifique, en fait. Ok, donc il y avait la rigueur. Il y avait aussi quand même l'envie de créer un business. Oui, alors oui, pourquoi? Parce que en fait, cette rigueur, moi, j'avais envie dès le début de l'apporter au fond à l'ensemble du domaine de cette spécialité naissante. Et je me disais, ben, si je reste avec un cabinet toute seule dans mon coin, ben, en fait, je vais pas changer les choses. Alors, c'est peut-être assez ambitieux, peut-être un peu prétentieux, mais c'est comme ça que j'avais envie vraiment de me dire, mais si on veut vraiment apporter de la transparence, de l'honnêteté scientifique, une transparence et une communication claire sur les prix, les résultats, il faut qu'on soit finalement proche des gens, puis qu'on soit un peu partout. Donc très vite, moi j'ai eu envie quand même d'être un acteur assez important du domaine. Et c'est aussi pour ça dès le début, j'ai commencé sous une marque et non pas sur mon propre nom, ce que la plupart des gens faisaient dans notre domaine à l'époque. Et pourquoi Matignon ? Alors, au début, Matignon, parce que mon associé et moi, on était en contact avec le fondateur des cliniques Matignon de Paris, qui avait fait tout à fait ce concept-là, en fait, quelques années avant nous, focalisé sur de la médecine esthétique non invasive. Il avait 3 cliniques à ce moment-là sur Paris. Et on s'est dit qu'il allait nous aider, parce que nous, on n'y connaissait rien en business. Et puis, on se disait, bah, nous, on sait traiter des patients. On ne sait absolument pas créer un site Internet, faire des flyers, avoir une marque, comment ça se dessine, un logo et tout ça. Donc, en fait, on a repris ce qui avait été fait par lui. Et puis, on l'a adapté pour la Suisse, donc avec son accord et son soutien. Mais en fait, très rapidement, ce monsieur était assez âgé, il a commencé à être malade. Et puis finalement, les cliniques Matignon de Paris, très très vite, ont fermé, en fait. Mais nous, c'est pour ça qu'à la base, on a pris ce nom-là. Ok, ouais. Et vous avez pu récupérer la marque, etc. La marque était déjà à nous, en fait, au niveau suisse. Et puis aujourd'hui, elle est à nous sur le plan mondial, en fait. Ok. Et donc, vous êtes suissesse ? Oui, moi, je suis suissesse, oui. Vous pensez quoi de la vision un peu de l'entrepreneuriat en Suisse, notamment peut-être aussi chez les femmes? Votre vision de comment ça se passe chez nous par rapport, bon là on parlait de Paris, en l'occurrence ça ne s'est pas poursuivi, l'aventure Matignon là-bas. Vous pensez quoi, la vision de l'entrepreneuriat en Suisse et chez les femmes entrepreneurs en particulier? Alors, moi j'ai une vision quand même par mon angle à moi, qui est la vision des médecins. Alors, chez les médecins, la fibre entrepreneuriale, elle est très, très peu développée. J'allais dire heureusement pour moi, parce que sinon, peut-être que j'aurais pas eu le parcours que j'ai eu. Donc, c'est vrai qu'il y a la médecine est un métier libéral, mais c'est rare les médecins qui se lancent vraiment dans une entreprise entrepreneuriale. Moi, j'ai quand même aussi, disons, ça n'a pas été simple parce que, comme médecin, on n'est pas du tout éduqué pour ça. Dans nos études de médecine, on ne nous parle jamais d'entrepreneuriat, alors qu'on va quand même s'installer avec notre propre cabinet. On est souvent quand même en raison individuelle, mais on n'est pas du tout formé. Donc, moi, j'ai lancé par envie de monter un projet parce que j'ai cette fibre un peu de bâtisseuse, on va dire, qui vient dans ma famille du côté des femmes. Toutes les femmes dans ma famille ont toujours été des entrepreneuses depuis mon arrière-grand-mère, mais au sens d'une épicerie, d'un petit supermarché dans le canton de Neuchâtel ou dans le canton de Vaud. Et donc, j'avais ça probablement en moi, mais je n'étais pas du tout formée pour ça. Donc, moi, j'ai dû faire un MBA ensuite que j'ai fait dans les années 2013-2014 pour apprendre à gérer une PME quand même. Quand l'entreprise devient grande, il faut quand même un certain nombre de bagages, de savoir-faire, business pur. Donc moi, je l'ai appris après. Et donc, dans mon domaine, ni les femmes ni les hommes n'ont tellement la fibre entrepreneuriale. Après, de ce que je sais du monde de l'entrepreneuriat, parce que j'ai appris en participant à des groupes professionnels, à rencontrer beaucoup de femmes et d'hommes, mais bien sûr aussi beaucoup de femmes qui ont des entreprises, je trouve que ça se développe quand même extrêmement rapidement par rapport à ce qu'on pouvait dire il y a une génération en arrière, où c'était vraiment plutôt l'exception. Aujourd'hui, moi, dans les groupes professionnels dont je fais partie, il y a quand même beaucoup de femmes qui souvent
peut-être plus de difficultés que les hommes à allier la vie professionnelle et la vie privée, avec peut-être parfois aussi, pour certaines d'entre elles, un petit peu moins de soutien du côté du mari, qui n'est pas toujours content de voir ce développement successful, alors qu'une femme va toujours être très content du succès de son mari. C'est pas toujours vrai dans les couples, en tout cas dans la mentalité romande, on va dire. Moi, je ne sais pas du tout comment ça se passe dans les autres pays. Je pense qu'on est plutôt bien en Suisse. J'ai pas l'impression qu'on soit que les femmes aient moins de liberté, d'envie d'entreprendre. Je pense que c'est un move qui doit se faire un peu partout dans le monde. Et j'ai pas l'impression qu'on soit, qu'on ait beaucoup à envier aux pays avoisinants en termes On est un petit peu moins d'entrepreneuriat. soutenu au niveau quand même des politiques familiales. Moi, je viens de Belgique, donc ça fait maintenant plus de 20 ans que je suis en Suisse, mais c'est vrai que quand j'ai eu des enfants et que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'accueil à midi, ni de cantine scolaire, j'étais quand même étonnée. C'est vrai. Je pense que moi, j'ai vécu une histoire différente parce que moi, j'avais une jeune fille au père, c'est aussi des choix de garde. C'est sûr que si on ne veut pas avoir quelqu'un à la maison, ça devient c'est compliqué, c'est plus compliqué en Suisse, ça c'est vrai. Mais en tout cas, dans l'envie, dans l'énergie et probablement même dans le nombre de femmes qui créent une entreprise, j'ai pas l'impression qu'on soit très en retard par rapport à d'autres pays. La garde des enfants, c'est un point qui est tout à fait réel, qui s'est amélioré, je crois, quand même maintenant par rapport à il y a 10 ans en arrière, en termes de possibilités de garde à midi, par exemple. Ouais. Tout à fait. Il y a eu des obligations légales aussi, de toute façon, qui ont poussé ces cantines notamment. Et puis j'ai aussi eu plaisir à avoir des jeunes filles au pair pour pouvoir aussi exercer mes ambitions professionnelles à côté de la gestion familiale. Ouais. Sur l'aspect donc de la clinique, du développement de la clinique, vous avez dit donc entre-temps, il y a eu un associé, il y a eu un MBA, ça fait 5-6 ans que vous êtes sorti entre guillemets de l'opérationnel pour pouvoir faire plus de gestion. Sur ce parcours peut-être des 10 dernières années, parce que j'ai le sentiment que ça s'est quand même très développé aussi, très démocratisé, l'accès aux soins de médecine esthétique. Et puis bon, médecine esthétique, peut-être on va clarifier ce qu'on entend par médecine esthétique. Je vous laisse vous le C'est prévenir vraiment mieux que moi. le soin, on va dire, de la qualité de la peau et de l'apparence de la personne sans utiliser de la chirurgie, c'est-à-dire en gros son scalpel. Donc principalement, notre activité, c'est une activité d'accompagnement régulier sur le long terme avec des technologies qui se basent sur les injections. Évidemment, c'est ce à quoi les gens pensent immédiatement, donc la toxine botulique, l'acide hyaluronique, mais aussi beaucoup aujourd'hui, la technologie, là où elle a fait beaucoup plus de progrès finalement, c'est dans tout ce qui est traitement qu'on appelle physique, soit par les lasers pour la surface, la couleur de la peau, soit par ce qu'on appelle la biostimulation, c'est-à-dire la radiofréquence, les ultrasons, ce qu'on appelle les Energy Device-Based Treatment, et qui vont en fait aller travailler sur la stimulation de la production du collagène et de l'élastine. Donc aujourd'hui, on a vraiment 3 grands domaines dans la médecine esthétique, c'est les injectables, les lasers et puis la biostimulation pour le métabolisme, on va dire, de la peau, pour ralentir le vieillissement. Donc en fait, c'est ces 3 éléments qui composent notre spécialité aujourd'hui. Et qu'est-ce qui marche le plus aujourd'hui à la clinique Matignon ? Nous, dès le début, on a une approche très holistique, donc 360, ça veut dire qu'on est toujours resté sur ces 3 piliers et qui permettent de prendre en charge vraiment la qualité de peau. On a d'autres acteurs du domaine qui font que des injectables. Beaucoup d'acteurs font que des injectables, en fait, presque la majorité. Et puis, il y a un certain nombre d'acteurs qui font comme nous, les trois prises en charge. Et puis, certains acteurs, plutôt comme des esthéticiennes, vont faire peut-être que des traitements à base soit de laser, soit de peeling, soit ce qui va concerner plus de la photoréjuvénation. Donc en fait, nous aujourd'hui, ça fait tellement d'années qu'on fait les 3 qu'on a une répartition qui est vraiment très homogène entre les 3 piliers. Oui, d'accord. Oui. En ce qui concerne peut-être si on se concentre sur les 10 dernières années, par rapport au développement des activités et la démocratisation, comme je le disais tout à l'heure, j'ai le sentiment, mais voilà, je ne suis pas à votre place, que c'est quand même un petit monde où tout le monde se connaît. Oui. Dans la médecine esthétique, encore plus sur Lausanne ou le canton de Vaud, il y a quand même plus de concurrence qu'auparavant. Oui, beaucoup. Et comment ça se passe, ce côté concurrentiel ? Est-ce qu'on est plutôt potes, plutôt amis ? Est-ce que non, c'est un peu compétitif ? Ça me fait très plaisir que vous me posiez la question. Oui, c'est un univers très concurrentiel parce que c'est une science jeune, c'est une évolution sociétale où chaque année, disons, la place de la médecine esthétique dans la société évolue. Les attentes aussi de la population changent, l'acceptation change aussi. Et donc, forcément, ça va être une manne pour des investisseurs qui saisissent des opportunités, qui eux-mêmes ne sont pas forcément médecins,
médecins du reste et qui vont se dire, tiens, c'est un domaine qui se développe beaucoup sur le plan économique, donc on va investir, donc on va monter une plateforme, etc. etc. Donc oui, il y a de plus en plus de concurrence. Auparavant, disons l'écosystème était principalement dominé par ce qu'on appelle les single doctor office, c'est-à-dire un dermatologue, un ophtalmologue, un gynéco, un médecin généraliste ou un chirurgien plasticien qui fait de temps en temps de la médecine esthétique, une demi-journée par semaine, une journée par semaine. Ça, c'était la majorité des acteurs. Aujourd'hui, ça reste plus de 50% de l'offre de la médecine esthétique, ça reste des single doctor office. Donc, on va chez son ophtalmo et puis on a confiance en lui, donc on va faire du botox, de la pâte d'oie, par exemple. Ça reste encore la majorité, mais c'est en train de perdre beaucoup de terrain parce que c'est un marché qu'on dit en consolidation, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir des plus grands acteurs qui ont des méthodes beaucoup plus standardisées et puis une vraie spécialisation dans le domaine. Donc nous, on travaille beaucoup à essayer du reste d'apporter cette standardisation en termes de formation des médecins, mais on en parlera peut-être plus tard parce que pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Mais toujours est-il que, disons, tant que c'était des single doctor office très éparpillés, il y avait une relation collégiale très sympathique, mais on ne les connaissait pas tous parce qu'il y en avait des centaines en fait. Aujourd'hui, il y a quelques gros centres et pendant un certain nombre d'années, on s'est quand même regardé un petit peu en chien de faïence avec ces autres gros centres. Et puis, à l'initiative d'un collègue, on a cofondé, donc les 3 acteurs principaux du domaine en Suisse romande, on a cofondé une association qu'on appelle l'Association suisse des centres de médecine esthétique, qui aujourd'hui regroupe les acteurs plus importants du domaine, comme Matignon. Et donc, aujourd'hui, on est très solidaires. On a souvent les mêmes challenges aussi par rapport aux autorités, par rapport à une standardisation, par rapport à une envie d'améliorer globalement la qualité des acteurs du domaine et puis d'avoir des exigences, parce que pour l'instant, il y a peu d'exigences pour se lancer dans le domaine, à part le fait d'être médecin, ce qui est déjà une exigence qui n'est pas toujours respectée. Donc, on a les mêmes finalement projets, les mêmes visions à long terme de notre domaine. Et puis, nous, on est très favorable à tous les bons acteurs du métier. Parce qu'un bon acteur, on voit dans la population, si vous allez à un endroit que vous êtes bien pris en charge, vous allez parler positivement de votre expérience. Et puis, d'autres personnes de votre entourage vont se dire, tiens, finalement, c'est pas dangereux, ça s'est bien passé, donc je vais y aller aussi. Le pire pour nous, c'est la concurrence de gens incompétents ou de gens dangereux, mal formés. Parce que là, c'est une catastrophe parce qu'il y a un problème avec quelqu'un, avec un patient, et puis tout de suite, il y a 10, 15, 20 autres personnes qui vont pas aller faire ou plus aller faire de la médecine esthétique parce qu'ils seront inquiets, en fait. Donc, les bons acteurs sont une bonne concurrence pour nous et on s'est donc mis ensemble pour avancer ensemble vers davantage de qualité pour notre spécialité. Puis c'est vrai qu'en général, les clientes parlent beaucoup plus volontiers d'une expérience négative, où ça va 10 fois, on en entend 10 fois plus parler qu'une expérience positive. Et puis j'ai le sentiment également que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, si on faisait des injections ou du Botox, on n'en parlait pas. Oui, c'est juste. Voilà, on essayait de garder ça discret. Et d'ailleurs, c'est une des attentes aussi et des motivations des personnes quand on parlera des résultats du sondage, c'est que ça doit rester naturel. Presque, voilà, c'est pas visible et ça ne se remarque pas. J'ai pas forcément envie d'en parler. Aujourd'hui, est-ce que ça change un peu ou... Alors, je crois qu'aujourd'hui, ce que les gens ont intégré, c'est qu'on peut très bien faire de la médecine esthétique en regardant absolument son propre visage, qui a juste l'air plus frais, moins fatigué, moins sévère, et qu'au fond, on ne va pas s'orienter vers les images un peu fantasmées du monde du show business ou de gros ratés qu'on a peut-être dans notre entourage, qui sont honnêtement beaucoup plus souvent lié quand même à de la chirurgie qu'à de la médecine esthétique. Mais c'est vrai que si on fait très mal son travail, on peut aussi arriver à quelque chose d'inesthétique, de refait, d'âne, comme on dit en anglais. Hein, et ça, je dirais 99,9% des gens ne veulent absolument pas ça, ont peur de ça. Donc aujourd'hui, je crois que c'est quand même intégré par une bonne partie de la population que la médecine esthétique n'est pas censée amener à ça, et que quand ça amène à ça, c'est que c'est mal fait, tout simplement. Voilà, donc aujourd'hui, il y a une rassurance. Ça ne veut pas forcément dire qu'on en parle beaucoup. On en parle davantage qu'avant. C'est vrai que moi, il y a 10 ans, je pense que 50% des femmes ne le disaient même pas à leur mari. Aujourd'hui, je pense quand même que la grosse majorité des femmes le disent au moins à leur mari et puis à leur copine. Après, elles vont pas forcément aller mettre une story comme elles le feraient quand elles vont chez le coiffeur. Si elles viennent chez nous, elles vont pas forcément... On aimerait bien qu'elles postent des stories, mais en fait, elles postent souvent pas. À moins d'être payées pour et d'être influenceuse. Voilà, avant d'être payées pour, exactement. Après, il y a une grosse différence sur les moins de 30 ans quand même, ou j'allais presque dire même moins de 25 ans,
où là, il y a presque quelque chose de trendy, de fun à venir s'occuper de soi, à venir faire un petit soin pour l'éclat de la peau, pour resserrer les pores, pour voilà, enlever une tache, enlever une coupe rose. Là, il y a plus une discussion, même par rapport au Botox, il y a une discussion où, même pour certaines, si elle veut se refaire un petit peu les lèvres et si c'est joli, il y en a qui partagent. Ça reste une minorité quand même. Pour les injections, ça reste une minorité qui partage. On y reviendra tout à l'heure quand on parlera aussi des résultats de l'étude. Je voulais revenir encore sur l'aspect on s'associe. Comment choisir un bon associé? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des fails? Est-ce qu'il y a eu des moments plus difficiles? Et puis quand on décide, il y a les banques qui soutiennent d'une part. Est-ce que de votre côté, il y a eu des investisseurs aussi autres qui sont montés dans l'aventure? Comment vous avez fait ces choix-là? Est-ce qu'on perd un peu de liberté? Comment ça s'est passé pour vous et est-ce que ça a évolué sur les 18 ans d'entrepreneuriat? Oui, bien sûr, il y a toutes sortes d'étapes, toutes sortes de phases avec des bonnes et des moins bonnes périodes, hein, des périodes de challenge très importants. Donc, à la base, moi, je me suis associée avec le docteur Derder parce qu'on s'est rencontrés, parce qu'on était tous les deux collaborateurs avec la clinique La Prairie, dans laquelle j'ai commencé à faire de la médecine esthétique à mes tout débuts, en parallèle de mon cabinet de dermatologie. Et donc, nous, on s'est dit, tiens, on va innover, on va se mettre ensemble pour faire quelque chose où, finalement, ce qui est important, c'est ce qui est bien pour le patient, c'est pas de savoir ce qui est bien pour notre propre spécialité. Et toujours associé aujourd'hui? Toujours associé Ok. aujourd'hui, voilà. Donc, on s'est associé il y a maintenant 18 ans. Et puis, on a d'abord ouvert le centre de Lausanne. Et ensuite, 3 ans plus tard, ça marchait bien. Donc, on s'est dit, on va faire ce qu'on avait prévu déjà depuis le départ, c'est-à-dire continuer finalement à se rapprocher des gens avec le même concept, la même transparence, la même honnêteté scientifique. Et puis, à ce moment-là, le collègue qui m'avait formé en médecine esthétique, qui est le docteur Roland Ney, que j'avais aussi rencontré à la clinique La Prairie à ce moment-là, nous a demandé de nous rejoindre. Il voulait nous rejoindre et s'associer avec nous dans la deuxième phase de croissance, dans la première phase d'expansion, on peut dire, quand on a ouvert dans 5 villes additionnelles, c'est-à-dire 4 en Romandie et une à Zurich. Et ça, c'était en 2010. Et lui, donc, nous a rejoints à ce moment-là au capital de la société. Et donc, on est les 3 associés finalement depuis le début. Et puis après, évidemment que nos ambitions de croissance, au bout d'un moment, pour ce qui me concerne en tout cas, se sont ralenties parce que moi, j'avais confié quand même l'administration et la responsabilité de gestion à 2 personnes externes différentes, d'abord une et ensuite une autre, et ça n'a pas marché ni avec l'une ni avec l'autre. Ça a mis la société en fait dans une situation extrêmement complexe. En fait, on a failli vraiment mettre la société en faillite dans les années 2012-2013, non pas parce qu'on n'avait pas de succès, parce qu'on continuait à avoir chaque année plus de patients, plus de succès, mais par contre, la gestion derrière ne suivait pas. Trop de coûts, trop de charges, pas des bonnes approches marketing, et en fait, ça ne marchait pas derrière, avec finalement une société qui s'enfonçait dans les dettes et qui devenait fragilissime. Et donc, c'est là où moi, j'ai décidé de reprendre la présidence, en fait, fin 2013, début 2014, et où j'ai repris toute la gestion, en fait, du groupe. Et c'est là où j'ai fait mon MBA, Okay. pour essayer de mieux comprendre aussi ma propre société. Et donc, où j'ai dû redresser la société, j'ai fermé Zurich, parce que, une question de gestion de mon temps, j'arrivais plus à gérer ce centre qui était le seul, qui était du côté suisse-allemand. Et donc, lourd, hein. voilà, donc après, j'ai redressé, on a ouvert chez Manor, on a évolué vers cette démocratisation dont vous avez parlé, dans laquelle on a été pionnier, parce qu'à la base, quand même, la médecine esthétique, et c'est pour ça que vous avez l'impression que ça fait que 5 à 10 ans qu'on fait de la médecine esthétique, mais c'est parce que pendant tellement longtemps, ça a été le fief des gens privilégiés de notre société, et du 1,5% privilégié de la population. Et moi, j'ai vraiment voulu sortir de ça à un moment donné, et donc c'est pour ça qu'on a aussi fait ce partenariat avec Manor. Enfin, on a toute une stratégie justement de démocratisation, d'inclusivité, de transparence sur les prix. Et tout ça, au départ, on a été les premiers en 2017. Maintenant, heureusement, beaucoup d'acteurs du domaine font la même chose en Suisse romande. Et donc, on a évolué vers ça. Mais je restais avec ce traumatisme, moi, de 2013, où en fait, je m'étais retrouvée à plus pouvoir payer des salaires. Et j'avais toujours envie de grandir, j'avais toujours envie d'aller dans d'autres cantons, de me rapprocher des gens pour amener notre plateforme, amener notre passion pour notre domaine. Mais honnêtement, j'osais plus prendre le risque moi-même avec ma maison hypothéquée, enfin mon appartement hypothéqué, des dettes potentiellement jusqu'à la fin de mes jours si j'y arrive pas à rembourser à la banque, etc., etc. Donc on était vraiment engagés complètement dans nos biens personnels. Et franchement, j'osais plus prendre ce risque, et j'osais plus prendre le risque non plus pour les emplois, bien sûr, parce que je m'étais rendu compte à quel point j'avais des énormes responsabilités, pas uniquement vis-à-vis de mes patients, mais vis-à-vis de mes employés. Et je m'étais sentie tellement stressée par cette période, j'arrivais plus à dormir, enfin c'était vraiment extrêmement lourd.
Et j'osais plus prendre le risque tout seul. Donc en 2019, on a décidé de faire rentrer des investisseurs au capital pour en fait avoir une meilleure solidité financière et pouvoir continuer en fait ou reprendre notre stratégie de croissance, mais en garantissant les emplois, la pérennité de l'entreprise. Et donc à ce moment-là, on a fait rentrer un fonds d'investissement qui est un fonds d'investissement munichois qui est toujours avec nous aujourd'hui. Donc pour répondre à votre question, 18 ans plus tard, c'est toujours les mêmes 3 associés et on est simplement dilué au capital, bien sûr, puisqu'on a un fonds de private equity qui nous accompagne depuis maintenant 5 ans et une expérience extrêmement positive pour moi en termes de tout ce qu'ils m'ont appris aussi, parce qu'ils ont une vision business aussi, un autre angle de vue, et puis tout ce qu'ils nous ont aidés. Donc Voilà. il y a en plus de l'argent, il y a de l'accompagnement. Oui, il y a de l'accompagnement. C'est pas ce qu'on appelle des sleeping partners, c'est vraiment des gens qui sont investis dans la stratégie opérationnelle. Ouais. Mais vous gardez la main et le contrôle au niveau des oui. décisions. J'ai gardé toute la liberté. En fait, c'est ça que j'ai adoré parce que je sais que pour avoir parlé avec d'autres entrepreneurs, c'est pas toujours ce qu'on vit ou ce qu'on expérimente. Eux, ils sont rentrés au capital, ils sont rentrés comme un soutien à la fois financier et de conseiller, mais ils m'ont jamais, ils ont pas diminué ma liberté d'action. Je dois justifier davantage, effectivement, parce que quand on est tout seul, on n'a pas besoin de justifier, on prend les décisions sans en rendre compte à personne. Je dois rendre des comptes, je dois m'engager quand même à certaines choses, mais je suis pas, ils me forcent pas à vendre des services que j'aurais pas envie de vendre parce que juste que ça ramène de l'argent, par exemple. Hein. Ils se sont jamais mêlés de tout ce qui est qualitatif, de tout ce qui est recrutement, avec quel médecin on a envie de travailler, comment est-ce qu'on a envie, quel type de service on a envie de délivrer, quel niveau de qualité on a envie d'avoir. Ils sont toujours très supportifs par rapport à ça et ils ne me forcent pas à faire ce qu'on appelle du bad business, ce qui pourrait arriver parfois avec des investisseurs, auquel cas ça aurait posé un gros problème pour moi. Mais non, ça se passe très très bien. Okay. C'est vrai qu'on a vu la fermeture récemment, là au moment où on enregistre, il y a Best Smile pour le côté l'esthétisme au niveau dentaire qui a fermé ses portes en Romandie. Oui, et il y a Hair & Skin aussi qui faisait un peu la même chose que nous, hein, donc une société de médecine esthétique aussi, avec en plus les greffes de cheveux, mais Hair & Skin qui avait une 20aine de points en Suisse, qui était en fait pour nous notre plus gros concurrent en Suisse, okay. Qui a fermé aussi il y a 3 mois. Moi, je connais plus l'histoire de Hair & Skin, l'histoire de ce concurrent qui a grandi très très vite, qui a ouvert énormément de points de vente en très peu de temps, avec très peu de solidité au niveau médical derrière. De nouveau, une situation beaucoup plus difficile. Je pense que dans notre domaine, typiquement Best Smile, à la base c'était une fondatrice, c'était une dentiste. Matignon, c'est un médecin. Enfin voilà, c'est une expérience, un savoir-faire métier. Ouais. Et je pense que c'est quand même plus facile, ça reste plus facile, en tout cas dans ces domaines-là qui sont quand même des domaines pointus en termes technologiques, en termes de sécurité également, et puis de motivation des autres collègues aussi. Parce que les collègues, on voit, ils viennent bosser pas juste pour gagner leur vie, pas juste pour avoir des agendas remplis, ils viennent aussi pour chercher du mentorship, ils viennent chercher aussi de la progression personnelle. Et je pense que c'est beaucoup plus dur de trouver des médecins qui ne cherchent pas ça du tout et qui sont d'accord de travailler dans un centre. Les gens qui ont besoin de personne, en général, ils ont leur propre cabinet, en fait. Ils sont installés tout seuls. Ceux qui sont d'accord ou qui ont envie de travailler dans un centre, c'est beaucoup parce qu'ils cherchent aussi du mentorship. Et quand on est un homme d'affaires et qu'on décide de monter une structure comme ça et qu'on ne peut pas offrir ce mentorship parce que ce n'est pas notre métier, je pense que ça rend les choses beaucoup plus difficiles. À la fois dans le recrutement des bons médecins et dans la rétention de ces bons médecins à long terme. Donc, je pense que, voilà, en tout cas, ce qui s'est passé pour Hair & Skin, je ne suis pas dans le secret des alcôves, mais je pense qu'il y a eu une croissance trop rapide et puis une très grande difficulté à avoir une équipe médicale qualitative. Voilà. Et ça, c'est le nerf de la guerre dans notre domaine. Hein. Moi, c'est mes médecins qui font notre business parce que sans mes médecins, sans la qualité, l'enthousiasme, la passion, l'envie d'apprendre, l'ouverture d'esprit de mon équipe, voilà, on peut pas faire plaisir à nos patients, on peut pas leur délivrer des résultats qualitatifs. Et ça, il faut que les gens puissent rester longtemps avec nous parce que c'est un domaine dans lequel ça prend quand même du temps d'être au top, puisque c'est un métier manuel, il faut beaucoup de sensibilité, il faut beaucoup d'expérience. Et donc, si les gens y viennent, ils repartent après une année, ils reviennent, ils repartent. C'est super dur de maintenir une qualité. Et comment on fait pour garder ces talents, pour faire cette rétention des
bons Il faudrait leur employés. demander à eux. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de chance. J'ai des équipes. Aujourd'hui, on a en tout une vingtaine de médecins qui travaillent parce qu'on travaille sous la marque Matignon Suisse romande et sous la marque Prevention Center du côté suisse allemand, mais c'est le même groupe. Et bon, en tout, on a une vingtaine de médecins. Et c'est vrai que ils sont. Je pense qu'on choisit des personnalités déjà dont on sent que c'est des gens qui ont envie de travailler en équipe Et et qui n'ont pas envie de se mettre en avant non plus, eux, voilà, personnellement. qui n'ont pas des égos surdimensionnés, ce qui arrive malheureusement assez souvent chez les médecins. Donc voilà, il y a déjà ça, il y a ce côté de personnalité qui est super important. Et puis ensuite, c'est des gens qui ont envie d'apprendre, qui sont passionnés, qui adorent ce qu'ils font, qui ont une capacité d'écoute. Voilà, donc forcément, nous, c'est ce qu'on va stimuler au fur et à mesure des années. Jeune génération de médecins ou pas forcément dans Pas les... forcément, Ok. on a toutes les générations. Un de mes associés dont je vous ai parlé, il a 77 ans maintenant. Donc voilà, on a vraiment toutes les générations. Les plus jeunes, ils ont 32 ans. Puis ils restent longtemps. Hein. C'est vrai qu'on a des équipes qui sont là depuis très, très, très longtemps, et qui s'étoffent petit à petit de nouveaux arrivants, mais on a peu de départs. Heureusement, on est gâtés. Moi, je pense que ce qu'ils apprécient, c'est beaucoup l'échange de tout ce collège de médecins. Parce qu'en vérité, on est toujours plus intelligent quand on est beaucoup autour d'une table que quand on est seul. Donc nous, on a vraiment tout un système de formation au début quand ils arrivent, qui est très, très structuré, avec un catalogue de formation auquel ils doivent arriver dans un certain délai, etc. Mais aussi après, tous ces échanges sur une base extrêmement régulière, tous ensemble, pour à chaque fois remettre en question notre manière de faire, pour essayer chaque fois d'avoir le meilleur de la science, tout en suivant l'évolution, mais en se jetant pas non plus sur des nouveautés. Donc je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant. Quand on sort d'un milieu hospitalier ou universitaire, on a ça à l'université. En cabinet, on n'a plus du tout ça quand on est tout seul. Donc le fait d'être 20 autour d'une table avec des gens extrêmement compétents, extrêmement avancés autour de la table, c'est ultra enthousiasmant. On a une grosse fidélité parce qu'on a une culture d'entreprise bienveillante, empowering, où le plaisir, c'est une de nos valeurs fondatrices, hein, le plaisir qu'on prend au travail, mais aussi le plaisir qu'on donne bien sûr à nos employés et qu'on donne à nos patients, j'espère, à la fin. Mais le plaisir, c'est une valeur fondatrice, avec la rigueur scientifique et la croissance. Ça, c'est nos 3 valeurs fondatrices. Et vous, qu'est-ce qui vous motive à continuer? Moi, comme je disais au début, je pense que moi, j'adore bâtir des choses et me lancer dans des nouveaux projets. Donc, avec une PME, je suis vraiment servie, quoi. Parce qu'en plus, avec la liberté que j'ai, c'est vrai que j'adore, quoi. Donc, il y a tout ça, il y a tout le soin aux patients, il y a toutes des nouvelles technologies. En plus, on est dans une spécialité qui évolue tellement vite. Je crois que je m'ennuierais un peu plus dans une autre spécialité médicale. Mais cette spécialité, c'est certainement aujourd'hui, de toutes les spécialités médicales, celle qui progresse le plus vite en termes de compréhension, de connaissances, de technologie aussi. Moi, quand j'ai fait mes études de médecine, on ne nous parlait même pas du vieillissement. On ne comprenait même pas aussi bien qu'aujourd'hui pourquoi un tissu vieillit, comment il vieillit, qu'est-ce qui se passe structurellement. Aujourd'hui, mais la science a fait un tel progrès. Et là, je ne parle pas seulement du vieillissement de la peau, je parle aussi du vieillissement de nos organes, de la musculature, Oui, et des puis os. il y a un vrai trend sur la longévité Il aussi. y a un trend énorme et une connaissance qui évolue à vitesse grand V. Comme c'est un business intéressant du point de vue économique, il y a de l'argent qui est injecté, ce qui est, on peut trouver bien ou pas bien d'un point de vue moral, mais enfin, il se trouve que c'est la réalité. Donc, la technologie, elle suit derrière, elle évolue très vite grâce à ça aussi. Et donc, à la fin, on se retrouve avec une spécialité passionnante. Ça me fait penser un peu, moi, au début de l'aviation, au début d'Internet. On est dans ces domaines-là, qui sont des domaines ultra rapidement évolutifs. C'est un secteur qui continue à être en croissance. Donc nous, on a lancé un petit sondage auprès d'un échantillon représentatif en Suisse romande, les habitudes déjà et comment ils voient la médecine esthétique, c'est quoi leurs freins, c'est quoi leur motivation. Et ce qu'on a pu constater, c'est que déjà derrière le terme médecine esthétique, il y a pas mal de choses. On a presque un quart des personnes qui disent avoir eu recours à des prestations de médecine esthétique. Mais on voit aujourd'hui qu'il y a le tatouage des sourcils qui peut être interprété comme un traitement de médecine esthétique sur le soin du visage, parce qu'on s'est concentré, nous, sur le soin du visage. Et donc, on a environ une personne sur 4 qui nous dit avoir eu recours à la médecine esthétique. Et là où je suis étonnée, c'est qu'on a 40% d'hommes, 60% de femmes. Donc, je trouve qu'au niveau des hommes, il y a plus d'attrait pour essayer, et on est plutôt dans du traitement laser, là, les hommes, que des injections. Souvent, chez les hommes, c'est des one-shot. C'était une seule fois. Donc, quand on se concentre sur les personnes qui font plusieurs fois, là, on est clairement en dessous des 10%. Oui. On est sur les 3/4, une clientèle féminine. Les moins de 30 ans, les raisons pour lesquelles ils font notamment les injections, c'est vraiment embellissement de soi pour un boost de confiance en soi.
alors que chez les autres, 40-60, c'est pour corriger une petite imperfection ou un petit début de ride, ou pour en tout cas avoir ce côté plutôt de rajeunissement qui est attendu. On voit également que c'est les réseaux sociaux le premier canal pour s'informer. Et puis, vous en avez parlé, derrière, il y a le bouche à oreille. Et on voit aujourd'hui que le bouche à oreille est un canal un peu plus important pour amener de la rassurance. Sur l'aspect également prix, le prix n'est pas un frein. Pourtant, ça coûte combien aujourd'hui, par exemple, une injection ? Alors, ça dépend quoi. Si vous voulez faire juste la route du lion, par exemple, chez nous, c'est 290 francs. Okay. Si vous voulez le faire avec les pados en plus, c'est 490. Ça, c'est pour les injections. Après, il y a des traitements de type peeling qui peuvent coûter dans les 200 francs. Voilà, c'est très variable. Et puis, ça va jusqu'à des prix quand on veut faire ce qu'on appelle un lift sans chirurgie avec la radiofréquence ou des ultrasons. C'est plutôt aux alentours des 3000 francs. Voilà, donc il y a vraiment un panel très large et il y a beaucoup de soins qui sont entre 0 et 1000 francs. Et puis, certains soins plus chers et certains soins aux alentours de 200 francs. Voilà, c'est assez large en fait. Environ une personne sur deux dépense 500 francs pour des soins, soit un traitement laser ou d'injection. 30% entre 500 et 2000 francs. On prend cette majorité de personnes qui ont un budget de 500 francs. Vous leur diriez d'investir dans quoi ? Alors, ça va dépendre beaucoup de leur âge, de leur type de peau, de la problématique. Et donc, c'est pas forcé qu'il y aura besoin de mettre ce budget-là. Maintenant, ce que vous me dites là, moi, ça me surprend. Disons, je trouve que c'est beaucoup, surtout le 30% qui veut mettre entre 500 et 2000 francs. Je trouve que non, excusez-moi, c'est les personnes qui font déjà. Qui font déjà. Oui, on est dans les utilisateurs et utilisatrices, pardon. Ah, ok, donc c'est un résultat global. Oui. Ok, ça correspond tout à fait à ce qu'on observe. C'est vrai qu'après, vous savez, les gens comparent aussi beaucoup à d'autres investissements qu'ils font. Hein. Par exemple, on voit aussi beaucoup, moi, je suis toujours surprise comme les jeunes de tout âge vont faire, par exemple, les ongles toutes les 3 semaines. À la fin, les ongles toutes les 3 semaines, c'est un budget supérieur à 500 francs sur l'année. Hein. Donc, à la fin, c'est aussi des choix. Est-ce que je laisse tomber les ongles et puis je fais autre chose à la place ? Moi, ce que je vois chez nos patients, c'est que c'est pas en plus d'autre chose, c'est peut-être à la place de quelque chose. Et ça peut être aller un petit peu moins souvent chez le coiffeur, faire peut-être sa teinture à la maison. Et puis, par contre, s'offrir une fois par année un soin, soit d'injectable, soit de laser, ou alors une épilation permanente, etc., pour économiser sur la cire, parce que la cire, si on regarde sur toute une vie, finalement, ça coûte beaucoup plus cher qu'une épilation laser. Donc, il y a vraiment, je dirais, plus peut-être un budget à la place de choses. C'est plus une question de priorisation qui, je pense, a changé au cours des années et qui, aujourd'hui, se focalise clairement sur des soins efficaces en one-shot, tels que nous, on les offre, en fait, plus que sur des soins de visage chez l'esthéticienne ou de la maintenance répétée pour le coiffeur, les ongles, etc. C'est que en fait, en considérant mon état d'esprit, mon budget et justement mes priorités, c'est qu'aujourd'hui, c'est un choix qui va me permettre de me sentir mieux dans ma peau. C'est la première motivation. Et ensuite, de corriger une imperfection spécifique. Et plus chez les hommes, là, c'est la deuxième motivation. Ou une solution qu'ils aimeraient pouvoir trouver du côté prévention de la calvitie chez les hommes. Est-ce qu'il y a un vrai boom qui est en train de se produire aussi sur le côté capillaire des hommes ? Je pense que sur le côté capillaire, il y a toujours eu les hommes ont toujours été concernés par cette problématique de perdre leurs cheveux. Ça les atteint assez jeunes dans leur âge. Donc, il y a une vraie demande sur les cheveux qui augmente. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même aussi chez les hommes une forme de pression sociale quand même. Parce que quand un des potes commence à se soigner au niveau du cuir chevelu ou va faire une greffe en Turquie, eh bien, forcément, les autres vont commencer à se dire pourquoi pas moi. Donc, il y a un effet d'entraînement. C'est pas forcément du reste uniquement de la pression. Parce que ça veut dire que ce serait que négatif. Mais il y a aussi quelque part on s'autorise à faire quelque chose alors qu'avant, on se sentait un peu honteux par rapport à ses potes, peut-être d'aller se faire une greffe en Turquie, par exemple, si on prend l'exemple classique. Aujourd'hui, les potes vont peut-être moins se moquer qu'ils se seraient moqués à l'époque. Pareil, si on va s'enlever de la coupe rose au laser ou on va s'enlever une tache au laser, je pense qu'il y avait presque une forme d'interdiction des hommes de le faire parce que c'est pas viril d'aller se faire ça, alors qu'en fait, ils avaient quand même le complexe qui était là. Mais là, ils sont contents de pouvoir le faire et c'est facile. Et c'est pour ça que chez les hommes, c'est beaucoup plus des one-shot parce que la demande, c'est beaucoup la coupe rose, les taches, l'éclat du teint. Et souvent, on le fait une fois, puis après, on le refera peut-être une fois dans 3 ans, mais c'est pas quelque chose qu'on doit refaire chaque année. Il y a moins aujourd'hui chez les hommes de demandes de traitement réguliers pour ralentir les processus de vieillissement. Parce qu'évidemment, le ralentissement des processus de vieillissement nécessite de la régularité. C'est vraiment comme le sport. Donc, c'est pas une addiction, c'est que si on le fait pas, c'est dommage parce qu'en fait, il faut le faire sur une base régulière. De faire une fois un traitement de biostimulation, vous me direz, c'est toujours mieux que rien. C'est comme de prendre une fois 10 heures de cours avec un coach. C'est à peu près dans les mêmes prix.
ben voilà, c'est bien de faire une fois ça, mais c'est quand même mieux ensuite de continuer à entretenir de temps en temps, une fois par année peut-être, de refaire un petit boost, de biostimulation par exemple, que ce soit avec les ultrasons, la radiofréquence. Donc voilà, il y a une vraie logique derrière qui est liée au métabolisme de la peau. On ne peut pas imaginer qu'une fois à 45 ans, on stimule son métabolisme et puis que pour les 30 prochaines années, ce sera bon, on n'arrive plus rien besoin de faire. Donc oui, il y a une régularité qui est beaucoup plus acceptée et désirée et demandée chez les femmes que chez les hommes. Il faut dire aussi qu'on n'est pas tout à fait égaux quand même dans la vitesse de vieillissement et dans cette espèce de palier qui s'accélère tout d'un coup entre l'âge de 35 et 55 ans. C'est vraiment 20 années où chez les femmes, il y a des changements, elles observent des changements. Donc d'accepter et d'être complètement OK et indifférent à ces changements, c'est quand même un peu plus difficile que pour un homme chez qui, lui, ça va venir extrêmement progressivement. Et il n'y a pas ces années, 10 ans avant et après la ménopause où finalement, il y a quand même des gros changements chez une femme, que ce soit au niveau du corps ou du visage. Les hommes, ils vivent ça de manière beaucoup plus progressive. Ça ne veut pas dire qu'un jour, ils n'ont pas envie de faire quelque chose, mais ils ne le vivent pas avec des paliers aussi rapides, en fait. Voilà, donc c'est aussi probablement pour ça qu'il y a moins de demandes. Et en dehors de la médecine esthétique, est-ce qu'il y a d'autres choses pour justement booster les cellules, faire en sorte qu'on soit mieux? Par rapport à la question hormonale, alors là, je peux partir dans une heure de discussion, mais il y a d'abord, bien sûr, la substitution hormonale qui va changer beaucoup au niveau de la qualité de peau si une femme décide de se substituer au moment où elle a moins d'œstrogène, moins de progestatif, à discuter avec le gynécologue ou la gynécologue, mais ça, c'est évidemment une énorme différence sur la qualité de tous les tissus du corps, pas que, ma question pas que la peau. En termes d'orientation, de développement aussi peut-être de services annexes ou de compléments alimentaires ou de conseils nutrition, lifestyle Alors, de conseils nutrition, certainement, il y a tout ce qu'on peut faire pour éviter tout ce qui est le stress oxydatif, pour éviter tout ce qui ajoute en fait à cette diminution de la qualité des tissus parce que l'appauvrissement en hormones est une des explications de base, mais après on peut, si on ne fait pas attention, rajouter beaucoup de facteurs aggravants, bien sûr le soleil, bien sûr le tabac, ça on ne va pas s'étendre là-dessus, tout le monde le sait. Et vous proposez justement après, du mentoring en ce sens, du conseil, de l'accompagnement de vos patientes de manière plus large? Non, alors bien sûr qu'on va en discuter en consultation, par contre on n'a pas un nutritionniste, on a des partenaires avec lesquels on travaille, mais ce n'est pas notre cœur de métier. Nous, on a voulu rester très focalisés sur notre cœur de métier, mais bien sûr qu'on encourage les gens à avoir une alimentation saine, riche en antioxydants, et s'ils peuvent arrêter le tabac, évidemment se protéger du soleil. Ça, c'est un conseil qu'on donne tout le temps, parce que ça ne sert à rien de travailler à fond sur la qualité de peau si d'un autre côté, on va se surexposer au soleil. Donc, il y a vraiment, bien sûr, une hygiène de vie globale qui est extrêmement impactante. Après, nous, ce que nous, on fait, et ce que moi, j'ai développé et qui me passionne, c'est toute la substitution hormonale dans les cosmétiques. Donc moi, j'ai développé vraiment une gamme de cosmétiques qui contient des œstroprogestatifs d'origine végétale. Et parce que ça, je trouve que c'était vraiment quelque chose qui manquait complètement dans la cosmétologie, qui n'existe pas. Et donc, j'ai développé, je suis toujours en train de travailler dessus, mais depuis 2 ans, on a lancé cette gamme qui va vraiment être adressée aux femmes de plus de 30 ans pour vraiment substituer en fait ce déficit, au moins au niveau cutané, en estroprogestatif. Et donc là, c'est un peu un retour aux sources sur le côté dermatologie. Alors. Oui, si on veut. Oui, ça c'est clair. Ça c'est quelque chose que j'ai toujours eu en tête et je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que moi je peux apporter à la cosmétologie générale, parce que j'aurais pas voulu juste développer quelque chose qui existe déjà en mettant juste mon nom dessus. Mais au bout d'un moment, en voyant mes patientes, le temps qui passe, en voyant ma propre peau, tout ce qui se passe avec cette déplétion hormonale progressive qui survient vers l'âge de 35 ans, et bien je me suis dit, mais c'est bizarre qu'il n'y ait aucune substitution topique qui soit prévue dans la cosmétique. Les femmes ont juste ce choix d'attendre déjà que leur peau se dégrade jusqu'à l'âge de 50 ans, 55 ans. Et là, le gynéco va probablement proposer une substitution hormonale, mais ça fait déjà 20 ans que leur peau elle a moins d'œstroprogestatifs que ce qu'elle avait dans sa jeunesse. Donc déjà, pourquoi on ne fait rien pendant cette partie-là? Et puis ensuite, après, si elle n'a pas envie de prendre une substitution hormonale ou si elle veut encore optimiser les effets de la substitution, eh bien pourquoi elle ne peut pas rajouter directement sur sa peau des substances qui vont vraiment mimer l'effet des hormones? Alors ça me fait penser à ma dermatologue. Elle a fermé son cabinet il n'y a pas longtemps. Oui. Parce qu'elle me disait que déjà, dermatologue, elle était seule, elle avait beaucoup de peine à trouver une personne qui allait soit reprendre ou s'associer avec elle. Il y avait beaucoup de travail, qu'il y avait de moins en moins de dermatologues sur le marché, donc ils étaient vraiment très chargés, très stressés.
Et elle a développé une cosmétique à base de CBD, c'est le côté plutôt de la neurocosmétique. Et elle a décidé de se consacrer maintenant vraiment à ça. Donc ça rejoint un petit peu cette tendance aussi d'amener d'autres bienfaits avec les soins du visage. Oui, c'est vrai que je sais très bien de qui vous parlez, je la connais bien, c'est une très bonne dermatologue. Okay. Oui, mais effectivement, ça fait plus de 20 ans qu'elle est dermatologue, en l'occurrence. Moi, j'ai aussi exercé mon métier pendant 25 ans et c'est vrai que je pense que moi, mon idée, en fait, et peut-être que je peux me tromper, mais c'est que j'ai l'impression que les femmes ont plus besoin de changement dans leur vie professionnelle que les hommes. Et la féminisation de la médecine est peut-être j'allais dire une problématique, les femmes vont me tomber dessus, mais en vérité, oui, il y a cette problématique que je pense qu'il y a plus d'hommes qui sont capables pendant 40 ans de gérer leur cabinet et en faisant, on va dire, tout le temps la même chose. J'ai l'impression que les femmes, on a moins cette envie de faire pendant longtemps, moi je l'ai quand même fait très très longtemps, mais peut-être pas pour toujours la même chose. Et j'ai l'impression qu'on est plus à la recherche d'évolution et de diversification de notre métier avec les années. Alors là, vous parlez de la dermatologie, mais j'ai l'impression que ça se produit dans beaucoup d'autres domaines médicaux et même dans beaucoup d'autres domaines en général. Qu'effectivement, chez les avocates aussi, elle va peut-être pas rester dans son étude pendant 40 ans, elle va peut-être se lancer dans un autre projet, travailler pour une grande boîte. Et il y a cette vraie volonté de diversification que 90% aujourd'hui, des cours post-grad ou de l'enseignement, moi je travaille beaucoup avec le centre patronal, avec Romandie Formation, et 90% c'est des femmes qui s'inscrivent aux cours. Et je crois qu'il y a une vraie curiosité, une vraie envie d'apprendre qui est très très présente chez les femmes. Et donc oui, avec ses avantages et peut-être aussi ses désavantages dans un monde comme la médecine, parce que c'est vrai qu'on ne voudrait pas qu'il y ait moins en moins de dermatologues. Alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui, hein. Il y a quand même plus de dermatologues qu'il y a 20 ans, mais il y a aussi une population plus importante qu'il y a 20 ans, et surtout des demandes pour de la dermatologie beaucoup, beaucoup plus fréquentes. À 20 ans, on laissait son gamin avec de l'acné sans forcément aller consulter. Aujourd'hui, le gamin, il a 3 boutons, on va consulter chez le dermatologue. Donc, il y a aussi une demande de la population qui a changé. Et donc, oui, il y a un besoin de dermatologue énorme. Et c'est vrai que, voilà, je peux comprendre les préoccupations éventuelles, de manière générale, en politique de santé. Donc, oui, il faudrait former beaucoup plus de dermatologues. Et il y a un vrai blocage à ce niveau-là, et c'est dommage. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça assez audacieux, parce que finalement, c'est un nouveau défi, une nouvelle vie, un nouveau challenge, un renouveau. C'est clair que cette énergie-là, on la voit chez beaucoup de médecins installés qui, à un moment donné, ont envie de se dire, mais oui, est-ce que vraiment, pendant 40 ans, toute ma vie, je vais voir 15 patients par jour? C'est un métier qui est usant, hein. Si on parlait de ça, on gère une famille, des enfants, des passions peut-être personnelles. C'est vrai que ça peut, avec, voilà, je pense dans notre société, une envie de tous les citoyens d'avoir un équilibre de vie meilleur entre le travail et la vie privée. Et peut-être que de soutenir ce rythme-là pendant 40 ans, c'est quelque chose qu'on pourra peut-être plus demander aux générations futures. Et tant mieux s'il y a d'autres projets, d'autres choses qui apportent aussi finalement de la santé à notre économie globale. Mais le corollaire des autorités, c'est qu'il faut qu'ils forment plus de médecins. Vous parliez juste à l'instant de l'équilibre aussi. L'équilibre vie privée, vie pro. Vous avez eu des enfants, vous avez eu des jeunes filles au père. Comment ça s'est passé de pouvoir concilier la carrière avec vos ambitions, avec la vie de famille, et puis aujourd'hui que les enfants sont plus grands, vous parlez aussi de pouvoir concilier vos passions. Est-ce qu'il y a des passions à côté? Parce que vous êtes très passionné par son travail, moi je peux tout à fait comprendre ça. Est-ce qu'il y a d'autres passions à côté? Comment ça a évolué? Et puis c'est quoi un peu les envies pour les 10 prochaines années? Ou peut-être 5 prochaines années? Je pense que j'ai été j'ai été gâtée probablement par rapport à d'autres femmes. J'avais un métier qui me permettait d'avoir une personne à la maison, une jeune fille au père, qui s'occupait de mes enfants, qui s'occupait en tout cas la journée quand j'étais pas là de mes enfants sans être astreint à des horaires très précis, ce qui était difficile dans mon métier de savoir exactement à quelle heure je termine le soir. J'ai vécu la petite enfance de mes enfants avec énormément de joie et d'impression de profiter beaucoup, mais évidemment, j'aurais aimé avoir encore plus de temps avec eux. J'essayais d'avoir un temps ultra qualitatif quand j'étais avec eux et d'avoir
l'intégralité de mon énergie sur mes enfants. J'ai quand même beaucoup laissé tomber peut-être ma vie sociale personnelle. J'avais plus beaucoup d'amitié, de copines, parce que je ne pouvais pas tout faire, en fait. Et donc, mais ça m'a convenu pour cette période-là de ma vie. Et puis ensuite, quand mes enfants sont devenus plus grands, aujourd'hui, ils ont 25, 27 ans. Donc voilà, ils ne vivent plus avec moi depuis seulement 2 ans. Mais je pense après en avoir beaucoup, beaucoup profité plus tard, quand ils ont été adolescents, jeunes adultes, parce que j'avais quand même une grosse liberté. Et de nouveau, par rapport à ma fonction de clinicienne avec un cabinet, dès le moment où j'ai arrêté, donc en 2019, j'ai eu cette liberté de travailler aussi depuis la maison. Et pour moi, c'est aussi ça qui a amené énormément le Covid en termes de flexibilité et de temps passé avec la famille, pas forcément pour être autour de la table, discuter, mais tout simplement pour être présent et de savoir un peu ce qui se passe à côté. Et cette flexibilité où si je voulais tout d'un coup aller voir voilà, une remise de diplôme, un match, ou participer ou faire un long week-end avec un des enfants, c'était tout à fait faisable parce que je pouvais me dire, bon, moi, je ne travaillerai pas le vendredi, mais je travaillerai le dimanche à la place. Et ça, c'est devenu cette flexibilité énorme que j'ai eue, moi, au moment où je suis passée à uniquement ma fonction de management. Avant ça, comme médecin, c'est beaucoup plus difficile parce que les horaires sont stricts. Et voilà, donc aujourd'hui, je trouve que je travaille un petit peu trop parce que j'aimerais aussi pouvoir profiter presque. Je dirais que c'est presque aujourd'hui que ça me frustre le plus de ne pas avoir suffisamment de temps avec mes enfants. Tout simplement parce que moi, j'ai trouvé plus difficile quand ils sont loin de la maison parce qu'ils ont leur vie. Un de mes fils est médecin, ma fille est tout bientôt avocate. Donc, ils ont leur vie à eux. Ils ont des horaires vraiment chargés. Et donc, ce serait à moi de m'adapter à fond à leur rythme de vie pour trouver des moments où j'arrive à les voir le plus souvent possible dans la semaine. Et puis, en fait, moi, avec mon travail actuellement, j'ai une certaine flexibilité, mais j'en ai pas autant que ça. Donc, aujourd'hui, c'est presque maintenant que je suis le plus frustrée parce que je me disais que j'aurais ce temps-là. Et puis, bon, avec tous les projets que j'ai mis en route, qu'on a mis en route avec les équipes, aujourd'hui, j'arrive pas à prendre ce temps. Alors, j'espère que je l'aurai peut-être d'ici 2-3 ans, quand vous parlez à 5 ans. J'espère vraiment qu'à 5 ans, j'aurai, disons, la possibilité de déléguer davantage de tâches, d'être davantage dans un decision maker, une position de prise de décision, de validation et peut-être moins dans l'opérationnel pour avoir justement la possibilité de prendre du temps pour mes enfants, peut-être mes petits-enfants à ce moment-là. Et là, j'aimerais vraiment à ce moment-là avoir ce temps-là. Voilà, c'est ça que j'espère. Et au point de vue professionnel, j'espère que Matignon continuera à se développer avec tout le succès qu'elle est aujourd'hui et puis que d'autres gens compétents, plus compétents que moi sûrement, reprendront le relais sur certaines de mes missions. On entend beaucoup parler d'intelligence artificielle aussi, en espérant que ça va nous faire gagner du temps. Est-ce que vous voyez un levier là qui pourrait se dessiner, qui vous permettrait de gagner un peu de temps, ou je pense que vu qu'on est beaucoup dans le management... Aujourd'hui, ça nous fait déjà gagner beaucoup de temps. Je dirais qu'aujourd'hui, on l'utilise tous les jours, enfin en tout cas moi et toute mon équipe de management. Donc on utilise énormément l'intelligence artificielle pour tout ce qui est organisation, gestion des ressources humaines, mise en place de stratégies. C'est vraiment une aide extrêmement précieuse. On l'utilise aussi comme soutien pour le marketing, pour la créativité en termes de texte, en termes d'images, etc. Mais on en fait plus, c'est pas qu'on en fait moins. On fait les choses plus vite. Du coup, on peut assumer davantage de tâches ou disons, on a moins besoin d'engager des personnes additionnelles. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est ça au niveau je dirais, à la fois des opérations et du marketing. Maintenant, au niveau des patients eux-mêmes, c'est-à-dire les services aux patients, aujourd'hui, ça reste de l'humain pur 100%, que ce soit au niveau de la relation, que ce soit au niveau de l'écoute, bien sûr, de la compréhension de ce que veulent nos patients, de l'analyse d'un visage, ce qu'on appelle le facial assessment ou le diagnostic du visage. Et puis après, bien sûr, de la réalisation de l'acte. Tout ça, aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne s'implique pas du tout. Le seul endroit, et je pense que ça durera encore très, 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 très longtemps comme ça, je dirais que le seul moment où ça pourrait être implémenté à un moment donné, c'est peut-être dans montrer au patient qu'est-ce qu'il aura après. C'est-à-dire, analyser un visage et puis montrer avec les différents traitements possibles à quoi ressemblerait son visage après. Ça existe déjà, tout le monde peut télécharger des applis gratuites, etc. Mais
aujourd'hui, exactement comme la coupe de cheveux, c'est quand même très, très approximatif et ça ne rend pas du tout compte, ça ne rend pas justice à la réalité de ce qui va vraiment se produire. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on n'arrive pas à faire avec toutes ces applications, c'est de reproduire le mouvement, c'est-à-dire tout ce qui est cinétique. Or, on n'est pas des visages figés. Du reste, parfois, quand on se voit sur une photo, on se reconnaît à peine, alors que c'est bien nous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la cinétique d'un visage n'a rien à voir avec son aspect figé, son arrêt sur image. Donc aujourd'hui, les applications ne sont pas capables de reproduire la cinétique, mais il est fort probable qu'à un moment donné, ce sera possible et qu'on pourra vraiment montrer à quelqu'un, voilà ce qui va arriver si je fais tel laser, si je fais telle injection, voilà. Peut-être que c'est ça dont bénéficiera le patient plus tard, j'imagine. Si je vous donnais une baguette magique, je vous disais, voilà Patricia, vous avez la possibilité de changer quelque chose dans votre vie aujourd'hui qui va vous faciliter, vous apporter plus de confort, vous faciliter la vie au niveau business. Vous l'appliqueriez dans quel secteur ou vous l'actionnerez dans quoi en priorité, le pouvoir de cette baguette magique? Aujourd'hui, peut-être que la baguette magique, c'est de se téléporter. C'est de se téléporter d'un site à l'autre. On est une entreprise multisite et on se déplace beaucoup, on prend des risques en se déplaçant, parce que moi, je conduis énormément, parce que certains sites sont pas toujours simples ou très, très time-consuming de se déplacer en train. Et oui, je pense que c'est ça, la téléportation. Okay. Pendant vos transports, vous faites quoi? Vous écoutez de la musique, la radio, des podcasts? Je fais beaucoup de téléphone avec toutes les personnes que je dois appeler, et je fais parfois des meetings, Zoom, Teams, etc. Mais oui, souvent j'écoute de la musique et j'essaie d'apprendre l'allemand. Parce que voilà, on s'est développé du côté suisse-allemand maintenant. Depuis 2 ans, on a 4 sites et j'aimerais vraiment beaucoup parler l'allemand. Je l'ai beaucoup étudié à l'école, comme tous les Suisses, comme tous les Romans, pardon. Mais en fait, je le parle vraiment très, très, très mal. Et donc, j'essaie de parler avec ChatGPT en allemand. Voilà ce que je fais en partie dans ma voiture. Ok. Bon, on arrive à la fin de l'entretien. Une dernière question. Est-ce que vous êtes contente? Alors, le terme contente, je le choisis volontairement dans ce côté vraiment de satisfaction, de contentement. Est-ce que vous êtes contente de ce que vous avez, de votre vie aujourd'hui, de ce que vous avez accompli jusque-là, de là où vous en êtes aujourd'hui, ou bien vous dites non, je peux faire mieux, j'ai encore envie de faire ça, ou... Est-ce que vous êtes contente de votre vie? Je suis très, très, très contente. Ouais. C'est vrai? Je ne pensais pas que la vie professionnelle serait aussi riche. Non, je suis très, très contente. C'est au-delà de mes espérances en termes de parcours professionnel et de exactement ce que je fais aujourd'hui. Oui. C'est plaisir d'entendre. Bravo. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre parcours. Bravo pour votre parcours. Merci pour tout ce que vous nous avez livré aujourd'hui. Je trouve que c'est inspirant. Ça donne la niaque. Ça montre que tous les marchés évoluent beaucoup. Il n'y a jamais de bon moment pour se lancer, mais il faut y aller parce qu'il y a tellement de choses à vivre. C'est tellement palpitant et ça, voilà, on ne va pas s'ennuyer parce qu'il y a toujours des choses à faire. Un conseil que vous pourriez donner aux entrepreneurs, hommes ou femmes, jeunes ou moins jeunes, qui auraient envie de se lancer? C'est difficile de donner un conseil, mais je dirais, la première chose, c'est d'avoir confiance, de ne pas trop écouter les gens qui ont peur autour de nous, parce qu'on n'a pas tout le monde à la fibre entrepreneuriale, et beaucoup de gens qui n'ont pas cette fibre entrepreneuriale sont drivés plus par la peur du risque qui est pris. Donc, prendre des risques, ne pas penser qu'on aura toutes les réponses avant de se lancer. Mais la deuxième chose qui est le corollaire de ça, c'est vraiment, vraiment bien réfléchir au business model. C'est-à-dire ne pas se lancer dans une activité juste parce qu'elle nous fait plaisir ou qu'elle nous valorise, mais être sûr qu'elle a sa place dans l'économie loco-régionale aujourd'hui. Parfois, il y a tout plein de grandes idées, tout plein de choses, mais est-ce que vraiment c'est ce que la population veut et ce dont la population a envie? Et ça, je pense qu'il faut beaucoup d'humilité pour se poser vraiment cette question quand on lance un business. Et trouver les réponses aussi. Oui. Parce que là, on a fait une petite étude de marché ensemble, mais je pense que vous n'avez jamais fait d'étude de marché avant de vous lancer. C'est quoi votre image des études de marché aujourd'hui, avant qu'on fasse un petit truc ensemble? Je pense beaucoup d'ignorance pour moi, en tout cas au moment où j'ai lancé la boîte. Et puis ensuite, au cours, donc beaucoup d'ignorance sur le fait que c'était tout simplement faisable, y compris par un individu qui est ni entrepreneur. Parce qu'avant de lancer sa boîte, on n'est même pas entrepreneur, on n'est rien en fait. Hein. Et donc moi, j'imaginais même pas qu'un individu tout seul privé pouvait commencer à commander une étude de marché. Donc je m'imaginais que c'était que les grandes boîtes qui faisaient ça. Donc ça, je vous le dis, il y a 20 ans. Et donc j'aurais même pas eu l'idée de demander une étude de marché. Et puis ensuite, au cours de mon parcours entrepreneurial, moi, je me faisais une idée en fait du coût de
de ces enquêtes qui étaient peut-être plus élevées que la réalité. Voilà, donc c'est principalement les raisons pour lesquelles j'ai très rarement au cours de ma carrière entrepreneuriale, avant de vous rencontrer, fait des études de marché. Voilà, donc effectivement, je pense qu'il faut un peu de chance, que si on peut se permettre, quand on est, avant de se lancer, de lancer une étude de marché, je pense que ça vaut vraiment, vraiment la peine. Et puis peut-être mettre un peu en sourdine son envie d'être novateur, son envie de changer le monde, son envie de... Parce que parfois, ça nous fait prendre des mauvaises décisions au niveau business et on veut tellement être différent des autres qu'on est parfois trop précurseur, ou alors des choses trop ésotériques qui finalement ne servent à rien ni à personne et puis finissent par retomber comme un soufflet, ce qu'on appelle des bubble technology ou des bubble services, et en fait qui sont juste des modes. Et parfois, à vouloir surfer là-dessus et puis être la personne la plus intelligente de la pièce, on finit par avoir des business models qui reposent un peu sur du vent. Et c'est dans ce sens-là que je voulais le dire, c'est vraiment réfléchir. Est-ce que les gens veulent ça? Est-ce qu'ils veulent vraiment ça maintenant? Est-ce que c'est pas juste les journaux qui disent ça, les médias? Est-ce que vraiment c'est les gens qui veulent ça? Et est-ce que vraiment je vais avoir du succès avec ça sur le long terme? Et je pense que ça, c'est une question très dure à se poser au début. Voilà. Donc, très intéressant, surtout avec l'omniprésence des contenus sur les réseaux. Oui. Merci Patricia, merci infiniment. Merci beaucoup, Esther. Alors pour les personnes qui nous écoutent, volontiers, si ça vous a plu cet épisode, de nous mettre un petit commentaire, de vous abonner, mettre un petit pouce, ça peut nous aider. Merci beaucoup. Merci Esther, au revoir. Au revoir.